Bonjour. Connaissez-vous Louis Belot de la Bellaudière? C'était un prolixe poète provençal de la Renaissance. Il écrira près de 25 000 vers dans sa vie et souvent se levait plusieurs fois au cours de la nuit pour écrire un poème qui lui trottinait dans la tête. C'était aussi un garçon généreux et bon vivant, coureur de jupons et amateur de ripaille. Certes, il n'était pas ce que l'on appelle, dans le langage populaire, une grenouille de bénitier, et le moins que l'on puisse dire est que la messe n'était pas sa tasse de thé. Néanmoins, il était catholique, et même un ardent catholique, et lors des sanglantes guerres de religion qui allaient repartir de plus belle après la mort au cours d'un tournoi du roi de France Henri II en 1559, il se retrouva tout naturellement embrigadé dans une milice catholique pour combattre les protestants et sera emprisonné pendant 20 mois en 1572. C'est alors en France une période fortement troublée, beaucoup d'agitation, de sang versé, de deuil. Et la Provence, épargnée jusque-là, s'embrasa à son tour après l'assassinat de l'amiral de Coligny, le chef de file du parti protestant, puis la Saint-Barthélemy. L'arrivée en janvier 1573 de Henri de Valois, comte d'Angoulême, demi-frère de Henri III, nommé gouverneur de Provence et grand prieur de France, apportera un apaisement, hélas de courte durée. Celui-ci s'installa à Aix. Belot lui adressa aussitôt ce sonnet. Ensemble, pour étrenne, monseigneur, recevez, non pas d'or une chaîne, mais bonjour, bonne année. Avec Dupérier, Malherbe, César de Notre-Dame et quelques autres, Belot formera un cercle littéraire à la cour du grand prieur. Cette éclosion des arts en Provence feront un bien étrange pendant au fanatisme et à la dureté des temps. Au début des violences, en 1570, contrairement à l'ensemble de la Provence, Marseille avait su préserver sa tranquillité. Les Marseillais ne se sentaient guère concernés par ce conflit politico-religieux. Certes, ils affirmaient leur volonté de vivre et de mourir catholiques, mais même s'il y eut tout de même quelques personnes pendues pour hérésie, ils respectaient les huguenots installés dans leur ville, lesquels se faisaient d'ailleurs généralement discrets. Depuis toujours, les Marseillais cohabitaient sans grand problème avec des gens d'autres religions, juifs, musulmans, étrangers ou de nationalité française. Pourquoi aurait-il eu une attitude différente avec les protestants? La Saint-Barthélemy n'aura aucun écho à Marseille. Son commerce se porte alors pour le mieux. La cité phocéenne s'industrialise, une raffinerie, une nouvelle compagnie drapière, une savonnerie se crée. De grands banquiers étrangers s'installent et acquièrent le titre de citoyen, comme le richissime Bonvision qui vient de Toscane, ou le banquier souabe Mannlich qui vient de Bavière. Pourtant, en dépit de son désir de ne pas se mêler aux querelles et aux déchirements des seigneurs provençaux, au gré de convictions religieuses parfois changeantes, Marseille, presque à son corps défendant, finira par basculer à son tour dans la violence en 1588. La cité phocéenne comptait autour de 40 000 habitants. Depuis 1580, les affaires municipales étaient houleuses. Comme partout en France, deux partis s'affrontaient à Marseille. Les ligueurs,
sous la direction de Hubert de Vins, et les royalistes, surnommés les Bigarrats, sous l'autorité de Henri de Valois. Parmi ces ligueurs se trouvait un certain Charles de Cazaux, Marseillais, alors âgé de 33 ans, dont le grand-père s'est distingué lors du siège de Marseille par les troupes de Charles Quint sous le commandement du connétable de Bourbon en 1524, et dont le père, commerçant bien connu dans la cité phocéenne, avait reçu en 1552 l'office des gardes des magasins des arsenaux. Dans la cité phocéenne, la grande majorité de la population était favorable à la Sainte Ligue, née en 1574 pour s'opposer à l'influence des Huguenots et faire rempart autour de la monarchie tout en s'efforçant de limiter le pouvoir royal. Mais peu portée dans l'ensemble aux aventures, elle ne se manifestait guère et se contentait d'observer les mouvements des uns et des autres. En 1576, c'est le duc Henri de Guise, dit le Balafré, qui prit la tête de la Sainte Ligue. Il en fit un parti à la fois politique et religieux, opposé à la monarchie absolue et prônant une combinaison de théocratie et de démocratie. En réaction, on assista à une poussée religieuse de la réforme et à une radicalisation des protestants. Nous traversons des temps bien pénibles, s'excusait presque le premier consul Antoine d'Arène, homme modéré et ouvert, qui recevait en ce jour de printemps 1584 l'évêque de Marseille, Monseigneur Haguenau. Vous l'ignorez sans doute, Monseigneur, et je voulais être le premier à vous en informer. Mais on vient de saisir, ce matin même, à Marseille, un nouveau pamphlet ordurier contre la Sainte Messe. Je le déplore, et je comprends que certains me demandent la tête de ces réformés. Mais il faut savoir raison garder. L'évêque pointa alors vers le ciel un index comminatoire. La faiblesse n'est pas de mise, monsieur le consul. Ces hommes ne sont que des bêtes et exaspèrent le Seigneur. Son courroux est chaque jour plus grand, et vous savez bien que l'on ne survit pas à la colère de Dieu. Un souffle glacé traversa la pièce où les deux hommes s'entretenaient. Monseigneur Haguenau, pourtant généralement conciliant, s'en prit ensuite violemment aux protestants. Antoine d'Arène eut alors le sentiment que la situation lui échappait complètement. Il tenta bien d'amadouer son visiteur. Allons, voyons, monseigneur, vous savez bien que Marseille a toujours fait preuve de mansuétude et de tolérance envers les autres religions. Certes, mais envers celle qui respecte notre Sainte Mère l'Église et ne monte pas à la tête du peuple contre ses enseignements. L'année suivante, profitant de son absence, car il avait été appelé à la cour, le second consul, Louis de la Motte d'Ariès, voulut faire adhérer Marseille à la Sainte Ligue avec la complicité de Charles Boniface, capitaine du quartier de la Blanquerie, et de Charles de Cazaux. Très sûr de lui, intrépide et ambitieux, Cazaux souhaitait que Marseille dépasse ces divisions politiques qui l'affaiblissaient et retrouve son rayonnement. Et ce fervent catholique était persuadé qu'il avait été désigné par le ciel pour cette noble tâche. Mais ce mouvement insurrectionnel échoua pour la simple raison que François de Bouquier, qui était le véritable chef des ligueurs à Marseille, n'était pas favorable à une telle révolte, et ce
désolidarisera aussitôt des protagonistes. Dariès et Boniface furent arrêtés et décapités sur le champ, tandis que Cazaux réussit à s'échapper. Il parvint finalement à se réfugier à Aix-en-Provence, où la comtesse de Sceaux, ardente ligueuse, lui accorda asile et protection. Il faut ici s'arrêter un instant sur cette femme d'esprit et de cœur injustement oubliée de nos jours. Elle fait partie de ces nombreuses femmes qui ont pâli de la flagrante misogynie de l'histoire. Chrétienne Daguerre, comtesse de Sceaux, épouse puis veuve de François-Louis d'Agoult, comte de Sceaux, était belle, grande, un corps d'Amazone, à 18 ans, selon les mémorialistes de l'époque. Certains mentionneront toutefois son embonpoint dès sa maturité, puis son obésité. Elle était intelligente, ambitieuse et déterminée, grande épistolière, mais hélas, sur des milliers de lettres qu'elle écrivit, une quinzaine seulement nous sont parvenues, et d'un idéalisme qui frisait l'utopie. C'était un de ces caractères entiers, prêt à tout donner pour une amitié fidèle, à ne rien pardonner d'une trahison. Une meneuse d'hommes qui leva des armées et savait se faire écouter, disputant inlassablement la Provence au duc de Savoie. Malheureusement, on a fort peu d'informations sur cette grande dame dont le rôle politique éminent et l'importance historique est reconnu aujourd'hui. Ce qui ne fut pas toujours le cas quand on songe qu'elle était qualifiée de femme intrigante par les plus grands historiens jusqu'au début des années 50, et qu'on la soupçonna même longtemps de machination criminelle. Ce matin-là, la comtesse de Sceaux vint prendre en personne des nouvelles de son protégé, qui, lui disait-on, était malade. « Comment vous sentez-vous depuis tout à l'heure » Aussitôt Charles se redressa dans son lit. « Je vais mieux dès que je vous vois, madame. » En vérité, ce dont souffrait Charles n'inquiétait guère les médecins. Ce n'était pas, Dieu merci, la redoutable peste qui chaque jour faisait des ravages dans toute la Provence, mais un simple refroidissement. Voyez-vous, rajouta le ligueur, nous sommes faits, nous autres, pour l'exercice et le grand air. Vous avez, vous, la pomme et les quilles, mais moi, coincé dans cette ville, je manque à mes chevauchées du matin. La comtesse, émue par cet homme robuste, de taille moyenne, bien fait et d'allure altière, mais qui semblait avoir perdu toute son énergie, lui fit obtenir aussitôt le commandement d'un régiment dans l'armée de Hubert de Vins, chef des ligueurs de Provence. Cependant, à Marseille, François de Bouquier, qui, à juste titre, pouvait s'enorgueillir d'avoir lâché les putschistes, était bien décidé de tirer son épingle du jeu. C'est ainsi qu'en accord avec le grand prieur, il fit modifier le règlement d'élection des consuls de Marseille qui prit le nom de règlement d'Angoulême, le grand prieur étant duc d'Angoulême. Peu après l'assassinat de ce dernier, le 1er juin 1586, Antoine de Bouquin, beau-frère d'Antoine l'Anche, fut élu premier consul en octobre 1586. Jean-Louis de Nogaret, duc d'Épernon, succéda au grand prieur au poste de gouverneur de la Provence, mais se retira un temps et laissa le commandement à son frère Bernard de Nogaret, seigneur de la Valette. En octobre 1587 furent élus Nicolas de la Cépède, premier consul, ligueur, et Antoine l'Anche et Jean Bousquet, deuxième et troisième consul, partisans du roi ou royalistes.
Hubert de Vins, chef des ligueurs de Provence, voulut mettre la main sur Marseille et y envoya honorer Louis de Castellane-Bezaudun. Malgré l'intervention d'abord victorieuse de La Valette, celui-ci fut obligé de se retirer. L'autorité du roi était donc gravement bafouée. Après l'arrivée de Hubert de Vins à Marseille, des émeutes favorables à la Ligue se produisirent. Antoine Lanche, partisan du roi, est massacré le 25 août 1588. La ville de Marseille passe alors sous la domination totale de la Ligue. 2 mois plus tard, les ligueurs élisent le consul Gaspard d'Albertas, seigneur de Villecroze, et non Cazaux. Celui-ci dissimula mal sa déception, et il n'en ressentit pas moins cette élection comme un échec personnel. Peu de temps après, le 23 décembre 1588, Henri III faisait assassiner le duc Henri Ier de Guise, le roi de Paris. Dans la cité phocéenne, l'assassinat du balafré, figure emblématique de la Sainte Ligue, souleva la colère des Marseillais et renforça leur hostilité envers le roi de France et leur sympathie pour la Ligue. Cazaux, atterré, se radicalisa encore davantage et obtint l'assentiment de plus en plus de Marseillais. Quelques jours plus tard, une importante manifestation eut lieu dans la ville en faveur des ligueurs, Hubert de Vins et Castellane-Bezaudun. Comme à Marseille, la Provence est alors coupée en deux, avec, d'une part, les catholiques qui tiennent les campagnes et ont leur parlement à Pertuis, et d'autre part, les ligueurs, maîtres des villes, avec leur parlement à Aix-en-Provence. La situation est assez similaire dans de nombreuses provinces françaises. Au Louvre, le roi Henri III tente de gérer l'ingérable. L'histoire a longtemps véhiculé une image caricaturale de ce roi, ne retenant souvent que ses accoutrements efféminés et ses occupations futiles avec ses favoris, ses mignons, dont Pierre de l'Étoile nous a rapporté avec force détail les excentricités. Mais Henri III avait aussi autour de lui, ce que l'on sait moins, ses favorites, jeunes filles, belles, intelligentes et avisées. L'une d'elles, Renée des Rieux, qui sera même sa maîtresse, épousera un Marseillais d'origine florentine, Philippe d'Altovitis, et leur fille sera la poétesse Marseille d'Altovitis, que j'ai évoquée dans un précédent récit. Renée des Rieux reçut lors de son mariage la baronnie de Castellane et le magnifique hôtel particulier qui se trouvait place de la Criée actuelle, et c'est dans cet hôtel que naquit Marseille d'Altovitis. Férue de poésie et de musique, elle vécut plus tard au Louvre, puis elle revint dans sa ville natale peu avant que n'éclatent les guerres de religion. Pour en revenir à Henri III, dont on sait qu'il mourra assassiné le 1er août 1589, ce qui n'avait vraiment rien d'original en ce temps-là, comme vous l'aurez bien compris. Les divisions de la France ne feront que s'accentuer alors. Le protestant Henri de Navarre, chef de la branche de Bourbon-Vendôme, devenant le légitime héritier de la couronne sous le nom de Henri IV. En Provence, le parlement d'Aix reconnut le cardinal Charles de Bourbon, dit Charles X, tandis que celui de Pertuis reconnaissait Henri IV. La division s'accentua aussi entre ligueurs et on assistera même à une véritable bataille, quelquefois sanglante, ligueur contre ligueur. À Marseille,
Lors de l'élection des consuls de Marseille en octobre 1589, les deux clans de ligueurs s'affrontèrent à nouveau pour le poste de premier consul, avec, d'un côté, Charles de Cazaux, soutenu par Hubert de Vins et le consul sortant Gaspard d'Albertas de Villecroze, de l'autre, Pierre Caradet de Bourgogne, soutenu par Honoré Louis de Castellane-Bezaudun et par Gaspard de Pontevès, comte de Carcès. La partie française de la Ligue était portée par les carcistes, partisans du comte de Carcès, et la partie savoyarde par Hubert de Vins et la comtesse de Sceaux. Hubert de Vins était favorable à une aide savoyarde en hommes et en argent, mais hostile à une entrée militaire régulière qui donnerait au duc de Savoie le pouvoir en Provence. C'est finalement Caradet de Bourgogne qui fut élu le 28 octobre 1589 dans le plus grand désordre. Villecroze, accusé de vouloir livrer la ville au duc de Savoie, ce qui était inexact, fut arrêté et tué dès le lendemain de l'élection. Puis, quelque temps plus tard, le 20 novembre 1589, c'est Hubert de Vins qui était tué à son tour d'un coup d'arquebuse devant Grasse. Sa disparition ouvrit la voie à ceux qui voulaient confier au duc de Savoie la protection d'une Provence libre et indépendante. C'est un nouvel échec pour Cazaux, encore plus retentissant que le précédent, car non seulement il n'était pas élu premier consul, mais il perdait aussi deux de ses plus fidèles amis. C'est alors qu'il pensa à celle qui lui avait permis de rebondir après son échec en 1585 en lui donnant asile et en le faisant entrer dans les troupes de Hubert de Vins. Et il s'allia donc avec Christine Daguerre. Après quelques hésitations, réalisant le souhait d'Hubert de Vins, celle-ci fit appel à Charles-Emmanuel, duc de Savoie et gendre de Philippe II d'Espagne. Quant à Cazaux, il essaya une nouvelle fois, avec le soutien actif de la comtesse, de se faire élire consul. Mais cette fois-ci, ce fut Cornelio de Remesan qui fut élu premier consul le 28 octobre 1590. Cazaux n'avait vraiment pas de chance. Mais il restait persuadé que son tour viendrait et qu'il suffisait d'être patient et combatif. En attendant, il se retira à Aix-en-Provence. Après l'arrivée du duc de Savoie dans cette même ville, la comtesse de Sceaux, accompagnée de Bezaudun et Cazaux, se rendit à Marseille le 20 février 1591. La ville est alors en pleine ébullition. Et le lendemain, après le retour de la comtesse à Aix-en-Provence, une nouvelle émeute éclata entre les partisans du consul Cornelio de Rémésan, qui réclamait le départ des troupes du duc de Savoie, et ceux de Cazaux. Dans la soirée, deux bons chanoines de la Major purent faire accepter un armistice. Le lendemain, Cazaux, profitant de la confusion et d'un climat favorable, s'empara de l'hôtel de ville. Les Marseillais, dans leur immense majorité, applaudirent Cazaux, qui les remercia chaleureusement du balcon de l'hôtel de ville et leur promit de faire de Marseille une grande cité, indépendante et respectée de tous. Le 2 mars 1591, la comtesse de Sceaux et le duc de Savoie furent reçus en grande pompe à Marseille par le nouvel homme fort de la ville, qui ne boudait pas son plaisir. Eh oui, son heure était enfin venue. À l'issue d'une grande messe, divinement chantée sous les voûtes grandioses de l'abbaye de Saint-Victor, un banquet fastueux fut servi. Cazaux entendait recevoir comme un grand seigneur.
Il avait attendu ce moment depuis si longtemps. La gastronomie avait encore à Marseille les couleurs du Moyen-Âge. Chapons au brouet de cannelle, lièvres au vinaigre, perdrix, chevreuil, rôti à la moutarde. Les sauces épaisses au pain avaient l'arrière-goût acide du miel. Des vapeurs de gingembre et de muscade s'échappaient des viandes, gibiers et venaisons. Les cuisiniers florentins avaient répandu à Marseille le goût des confiseries, depuis l'incroyable mariage de Catherine de Médicis et du dauphin Henri dans notre ville en octobre 1533. En pyramide, en compotier, en drageoir, s'accumulaient les fruits au sucre, les confitures, les pâtes de coin, les amandes poêlées, les nougats aux pignons, les tourons d'Espagne, les massepains. Les vins étaient nombreux et succulents, vin d'Aix et de vertu, vin clair d'Arbois, vin corsé de Grèce, malvoisie de Chypre, marasquin d'Almate, liqueurs fruitées, musquées, anisées, à la rose ou au romarin. Charles, au paroxysme de l'euphorie, lève à présent une coupe de Murano, où courent des guirlandes en verre coloré, et les cristaux gravés de chiffres et de festons. Dans sa barbe maculée de sauce et rougie de vin, un sourire de gosse joyeux se dessine. Et, comme toujours, les vins et les viandes délient les langues, alanguissent les gestes. Charles porte un premier toast à Marseille, puis à la République catholique et populaire de Marseille. Tout au long du festin, des laquais en grande pompe présentent de vastes bassins de vermeil fort travaillés et remplis d'eau parfumée pour les mains des convives. Cazot, par précaution, retira l'énorme bague qu'il portait et au moment de la repasser au doigt, la laissa glisser, peut-être volontairement, dans la serviette de lin brodé que lui tendait un laquais. La comtesse de Sceaux, habilement, se saisit du joyau avant qu'il ne tombe au sol, et, accompagnant son geste d'un ravissant sourire, le rendit à son propriétaire. « Oh non !» dit Charles à mi-voix, et se penchant vers elle, « gardez-la, je vous en conjure, elle sera trop heureuse d'orner une si jolie main. » La comtesse, sans trop se faire prier, mit aussitôt la bague à son doigt et, peu discrète, la montra ostensiblement à toute l'assemblée. Venant d'un personnage de réputation plutôt austère et d'une fidélité exemplaire à son épouse, ce qui n'était pas très fréquent en ce temps-là, ce cadeau fut interprété par elle comme le plus vibrant des hommages. On peut imaginer que la très discrète et presque effacée Madame Cazot n'apprécia guère cet excès de galanterie de son époux. Le lendemain de ce festin, le duc de Savoie, visiblement impressionné par cet accueil, après une visite au château d'If, s'embarqua pour l'Espagne afin de demander à son beau-père, Philippe II, une aide au bénéfice de la Ligue. Au cours de l'été 1591, le duc de Savoie fut de retour d'Espagne avec 15 galères et 1 millier de soldats espagnols. Mais le duc de Savoie, pour des raisons qui demeurent obscures, se brouilla ensuite avec la comtesse de Sceaux et la fit même emprisonner, ainsi que son fils Créqui. La comtesse parvint à s'évader et trouva refuge auprès de Cazot à Marseille, qui, se souvenant de sa propre fuite de 1585, fut ravi de lui rendre en quelque sorte la politesse. « À Marseille, vous êtes chez vous, madame !» En octobre 1591, Cazot
fut enfin nommé officiellement premier consul. Et il était désormais le maître tout-puissant de Marseille. Tout au long de ces 5 années de règne, il trouvera un appui constant auprès du viguier Louis d'Aix. Tous deux, qui furent surnommés les Duumvirs, espéraient transformer Marseille en république catholique indépendante. En revanche, le duc de Savoie, qui était de plus en plus désireux de posséder Marseille, fit occuper l'abbaye de Saint-Victor par le baron Claude-Antoine de Méaulan, ou Mévouillon, commandant du fort Notre-Dame de la Garde. Ah, comme on peut l'imaginer, les Marseillais ne l'entendaient pas de cette oreille et réagirent aussitôt. Le 20 novembre 1591, ils avaient repris l'abbaye. Cette victoire consacra le pouvoir de Cazaux et renforcèrent ses liens avec la population. Il apparaissait désormais comme le plus solide rempart contre toutes les convoitises que suscitait la cité phocéenne. Le duc de Savoie, nullement découragé, récidiva pourtant et subit une nouvelle défaite le 15 décembre 1591 à Vinon-sur-Verdon face aux troupes de Bernard de la Valette, puis il s'en retourna dépité dans ses états. La ville de Marseille allait subir encore de nouvelles attaques. Il y eut d'abord celle du 6 août 1592 par les troupes de Gaspard de Pontevès, comte de Carcès, ennemi juré de la comtesse de Soult. Une maladresse d'un soldat provoqua une explosion qui blessa ou tua une 50aine d'assaillants. Ce fut la journée des brûlés. L'attaque fut repoussée par Cazaux, qui renforça son pouvoir et crut plus prudent de demeurer seul aux commandes et de se débarrasser de ses amis trop possessifs après avoir chassé ses ennemis. C'est ainsi qu'il parviendra à se séparer habilement de la comtesse de Sceaux, qui, après une visite au printemps 1592 à Agde au connétable Henri Ier de Montmorency, était soupçonné par certains d'avoir passé des accords secrets avec ce dernier. Lors de son retour, en août 1592, Cazaux, qui lui avait assuré qu'elle serait toujours chez elle à Marseille, lui conseilla de ne pas s'opposer aux ressentiments et aux suspicions des Marseillais. Désappointée, elle n'insista pas toutefois et se retira avec Castellane, Bézaudun à Toulon. Après la mort de son frère La Valette, le duc d'Épernon reprit le titre de gouverneur de la Provence. Il décida alors de s'emparer de Marseille et déclencha le 8 avril 1593 une vaste opération militaire avec 4000 arquebusiers et 1200 cavaliers. L'attaque échoua. Par ailleurs, le fort de la Garde, qui avait été à nouveau occupé par les troupes savoyardes de Méaulan, fut repris par les troupes de Cazaux et son fils Fabio, qui en reçut le commandement. Dès le début de l'année 1592, Cazaux commença à rédiger la constitution de ce qui devait être sa république, en s'inspirant beaucoup, semble-t-il, de ce que l'on appelait la République marseillaise du XIIIe siècle. Le pouvoir appartiendrait au Parlement ou assemblée du peuple, chargé de conclure les traités d'alliance et de commerce. Pour en être membre, il faudrait jouir de la citoyenneté, à savoir résider dans la ville depuis au moins 10 ans, être catholique et posséder quelques biens. Dans la République de Cazaux, contrairement aux cités italiennes, l'oligarchie n'est pas aristocratique, mais marchande. Liberté et égalité règnent entre nobles et roturiers. Il faut savoir que la noblesse à Marseille pratique le commerce. Le principal critère est donc l'argent. Cazaux envisage de faire élire les membres de l'Assemblée par le peuple,
Dans la pratique, les corporations représentant les divers métiers pratiqués. Leur nombre pourrait être fixé à 200. Ces personnes élues devraient posséder un certain capital à déterminer, ce qui excluait de facto ouvriers, marins, employés et domestiques, et tous ceux qui recevaient en paiement de leur travail une somme d'argent. En revanche, accéderaient au pouvoir les avocats, notaires, propriétaires fonciers, exploitants agricoles, armateurs, artisans, bouchers, boulangers, drapiers, épiciers, négociants. Ce système novateur pour l'époque avait l'avantage de permettre le contrôle des plus fortunés et des différents corps de métier. Cette assemblée élirait chaque semaine 10 d'entre eux pour occuper des fonctions de police et de sécurité dans la ville. Pour régler les contestations entre les membres de l'Assemblée, chaque année serait élu, en même temps que les officiers municipaux, un magistrat suprême. La République de Marseille serait enfin supervisée par un premier magistrat ou premier consul, en attendant de trouver un autre terme plus approprié. Ce consul suprême, en la personne de Cazaux, allait en fait détenir tous les pouvoirs en attendant que le système élaboré par lui puisse se mettre en place. Soucieux de permettre sur le papier la sauvegarde des intérêts des diverses catégories de Marseillais, Cazaux commença également à élaborer, avec quelques conseillers, notaires et magistrats, un énorme code de droit public et administratif, de droit privé, pénal, commercial et maritime. Marseille est donc devenue, sous Cazaux, un État à part entière, à la manière de la Massalia grecque. La société est oligarchique et plutocrate. L'argent est donc roi, mais le premier consul entend bien le contrôler et forge des règles très strictes pour empêcher sa fuite ou son gaspillage dans la recherche des plaisirs. Des préceptes moraux d'une grande rigidité sont appliqués. Les riches doivent se soumettre à une certaine austérité, et les pauvres doivent être aidés pour sortir de leurs conditions par le travail, qui doit devenir un droit pour tous. Cazaux se montra par ailleurs, durant ces 5 années, bon administrateur dans la gestion de la cité. S'il fallait éviter de gaspiller de l'argent, il fallait aussi s'en procurer, et pour cela il rétablit un hôtel des monnaies. On lui doit aussi le premier service des archives qu'il confia à Robert Ruffin, dont les descendants furent les premiers historiens officiels de Marseille. Enfin, il protégea et encouragea les artistes, musiciens et comédiens notamment. Le premier consul se préoccupa également d'urbanisme, en faisant abattre systématiquement les vieux immeubles insalubres et construire des logements plus spacieux et modernes. Comme le droit au travail, le droit au logement devait devenir pour lui un droit pour tous dans cette république qu'il voulait exemplaire. La santé publique le préoccupait également, et il imposa par délibération du 8 novembre 1592 la fusion des hôpitaux du Saint-Esprit et de Saint-Jacques de Galice. Et il fut par ailleurs le véritable créateur de l'Hôtel-Dieu. Il se soucia également de l'approvisionnement de la ville en céréales, notamment en faisant saisir, si nécessaire, les navires de commerce. Déjà populaire auprès des catégories sociales les plus modestes, il entreprit de visiter tous les Marseillais, dans leur quartier et dans leur travail, les informant de ses projets et leur annonçant la prochaine éradication de la pauvreté
et la prospérité pour tous, dans la liberté retrouvée et la réconciliation générale. Il s'efforça aussi de rassurer les autres religions, confirmant que la liberté de culte serait respectée dans la République catholique de Marseille, et tenta même un rapprochement avec les protestants très inquiets. Il savait parler aux gens, avec un langage compréhensif par tous et imagé. Il était un excellent orateur qui parvenait à enflammer les foules et, en dehors des grandes festivités, festins et autres agapes qu'il organisait régulièrement, il faisait montre d'une grande simplicité et écoutait avec sérieux toutes les doléances. Mais, et nous en arrivons à présent à la partie négative, la face obscure de cette société nouvelle et exemplaire. Pour pouvoir financer les dépenses entraînées par l'état de guerre, Cazot dut mettre en place diverses taxes, non seulement sur les navires et les marchandises, mais également sur les propriétés foncières. Aussitôt, pour échapper à ces impôts, certains commerçants quittèrent alors Marseille et s'établirent à Toulon ou à La Ciotat. Cazot, furieux, fit expulser manu militari tous les membres de ses familles, ce qui lui permit de saisir leurs biens. Il agissait de plus en plus en despote, ne permettant pas les moindres critiques, et celles-ci se multiplièrent au fil des mois. Si le peuple soutenait Cazot, et le soutiendra toujours, la classe bourgeoise et commerçante lui était de plus en plus défavorable. Elle n'appréciait guère son autoritarisme et le dédain qu'il semblait afficher à leur égard. Certes, Cazot agissait en dictateur, ce qui ne signifie pas, comme on le dit parfois un peu hâtivement, qu'il fut, durant 5 ans, un tyran avide de sang. Dictature ne veut pas dire oppression, mais gouvernement d'un seul homme, jouissant d'un fort soutien populaire et n'hésitant pas à museler ses opposants, parfois de manière radicale. À la fin du printemps 1593, un royaliste nommé Porcin organisa un attentat place Neuve contre Louis d'Aix et Charles de Cazot. Avertis de ce complot, Cazot et ses gardes attaquèrent la maison où s'étaient réfugiés les conspirateurs, qui furent massacrés, à l'exception de Porcin, qui parvint à s'échapper in extremis. Un autre attentat fut perpétré contre lui vers Noël 1594. Cazot, comme on l'aura compris, n'était pas un tendre, et la justice dans la République de Marseille était généralement expéditive. Accusé hâtivement du meurtre de l'un de ses collègues, Henri de Brancolis, chanoine de l'église de Saint-Martin et cousin de la femme de Cazot, fut condamné et brûlé vif le 19 février 1593. Le frère de ce chanoine, reprochant à Cazot de n'être pas intervenu pour son acquittement, faute de preuves, organisa, avec 2 complices, François d'Atria et un marin, un audacieux attentat en plaçant des sacs de poudre sous les bancs de l'église des prêcheurs où s'asseyaient les consuls. Ce complot fut également déjoué de justesse et les 2 complices de Brancolis furent pendus. Ce dernier attentat provoqua l'expulsion de tous les royalistes notoires et contribua à isoler un peu plus le maître de Marseille. Après l'abjuration du protestantisme par Henri IV, le 25 juillet 1593, et la reconnaissance par le Parlement d'Aix-en-Provence comme roi de France, le 5 janvier 1594, Cazot se trouva encore plus isolé. À partir de l'abjuration, tout allait réussir au Béarnais,
l'homme au panache blanc, parce que les Français étaient las de l'anarchie et de l'intervention étrangère sur leur sol, l'Angleterre qui soutenait les protestants, et surtout l'Espagne très présente aux côtés de la Ligue. Le 17 septembre 1595, enfin, il obtenait l'absolution du pape Clément VIII. Il devenait alors évident, même pour ses proches fidèles, que la cause de Cazaux était définitivement perdue et qu'il devait se rallier au roi. Mais c'était mal connaître le maître de Marseille. Cazaux s'obstina et rechercha alors de l'aide auprès de Philippe II, roi d'Espagne. À la fin de novembre 1595, il lui envoya une délégation composée notamment de son frère, François de Cazaux, chargé de lui demander d'installer une garnison dans la cité phocéenne. De nombreux Marseillais n'apprécièrent pas cette démarche et pensèrent que Cazaux offrait sa ville sur un plateau à sa majesté ibérique. Ce sera sa plus lourde erreur, car Marseille n'avait pas mis en déroute les armées de Charles Quint assiégeant la ville en 1524, puis en 1536, pour se précipiter dans les bras de son fils. De son côté, Henri IV tenta de négocier avec Cazaux. Étienne Bernard, ancien ligueur, fut envoyé à Marseille le 7 décembre pour présider la cour souveraine de Marseille, mais en fait surtout pour traiter avec Cazaux. Mais il ne réussit pas à le convaincre de reconnaître le roi Henri IV. Cazaux était inflexible, il voulait rester le maître des Marseillais. Charles de Lorraine, duc de Guise et fils du Balafré, qui avait été nommé gouverneur de Provence, fit alors approcher ses troupes de Marseille. Le temps pressait en effet pour le nouveau gouverneur, car répondant aux sollicitations de Cazaux, Philippe II était intervenu auprès de Charles de Doria, qui commandait en Méditerranée les galères espagnoles, et avait envoyé à Marseille, le 28 décembre, 4 navires et 400 soldats. Début janvier 1596, arrivèrent 8 autres galères et 1 millier de soldats. Le duc de Guise tenta alors un premier assaut qui fut repoussé. Dans le même temps, Geoffroy Dupré, notaire marseillais, révoqué par Cazaux pour ses opinions royalistes, et Nicolas de Beausset, avocat évadé de la prison où il avait été enfermé, lui aussi pour ses opinions royalistes, organisèrent un nouveau complot qui réussira. Ils choisirent, pour procéder à l'attentat, le capitaine de la Porte Réale, Pierre de Libertat, d'origine corse. Le duc de Guise et Étienne Bernard promettaient à Libertat, en cas de réussite, la charge de viguier de Marseille, le commandement de la Porte Réale, du fort de la Garde et de 2 galères, et une gratification de 160 000 écus. Voilà de quoi donner du cœur à l'ouvrage. Dupré, Beausset et Libertat se retrouvèrent dans une auberge située dans un petit hameau le long d'un chemin allant de Marseille à Aubagne. Cette auberge, qui arborait une pomme au seuil de sa porte, s'appelait le Logis de la Pomme, qui donnera plus tard son nom à ce qui est devenu un quartier de Marseille. Le jour de l'attentat fut fixé au 17 février 1596. Ce jour-là, les cavaliers du duc de Guise arrivèrent à la plaine Saint-Michel, à l'époque hors de la cité, et actuellement place Jean Jaurès. L'alerte ayant été donnée dans la ville, Cazaux décida d'aller inspecter la Porte Réale avec 16 gardes et son lieutenant et ami, Pierre de Libertat. Au moment où il allait sortir de sa maison de la rue de la Miséricorde, actuelle place Villeneuve, Libertat s'avança vers lui et le tua par surprise de 2 coups d'épée. L'affaire fut rondement menée,
et Cazaux n'eut même pas le temps de prononcer une quelconque parole historique avant d'expirer. Son corps ensanglanté sera traîné à travers les rues de la ville sous les yeux horrifiés des Marseillais. Sitôt l'attentat perpétré avec succès, la ville fut rapidement prise par le duc de Guise. Celui-ci était, dit-on, petit, laid, la face camuse et mal tournée. Et pourtant, dès qu'elle le vit, Marseille d'Eltovitis, notre petite poétesse, en tomba éperdument amoureuse et se précipita dans ses bras. Mais ne dit-on pas que l'amour est aveugle? Ne pardonnant pas à Cazaux d'avoir fait appel à l'Espagne pour maintenir son pouvoir, Marseille n'avait opposé aucune résistance à l'entrée des soldats du duc de Guise, qui, une fois l'ordre rétabli, repartit à Paris pour recevoir les félicitations de Henri IV. Celui-ci, à l'annonce de la mort de Cazaux, se serait écrié « C'est maintenant que je suis roi de France !» Pour récompense du service rendu à la cause royale, Libertat sera couvert d'honneur. Et jusqu'à la Révolution, chaque 18 février, on célébra une messe pour le repos de l'âme de Pierre de Libertat, de bonne et glorieuse mémoire, dans la chapelle des Observantins, place Francis Chirat. Pourtant, la population, dans son ensemble, préférera toujours célébrer la mémoire de Cazaux. Longtemps, elle pleurera la mort de son héros, qui allait continuer à incarner pour elle, au fil des ans, un rêve devenu pendant 5 ans réalité, celui de l'indépendance marseillaise. Les Marseillais, en fait, pleurèrent surtout l'éphémère République de Marseille. Quant à Marseille d'Eltovitis, elle ne se remit pas du départ du duc de Guise, qui ne prit même pas la peine de lui dire adieu. Minée par le chagrin, elle mourut à 29 ans et fut enterrée à Saint-Victor, accompagnée par de nombreux Marseillais consternés. On peut imaginer que le retour de la cité phocéenne dans le giron de la France ne se fit pas sans amertume et grincement de dents pour la population, même si elle ne manquera aucune occasion de manifester sa fidélité vis-à-vis du roi de France. Nous venons au monde avec la fleur de lys dans le cœur. Et puis que Henri IV promit de respecter scrupuleusement les privilèges de Marseille, ce qu'il fit. En fait, ce n'est que 150 ans plus tard que Louis XIV assimilera par la force Marseille à la France. En dehors de celle de Charles de Cazaux, la prise de Marseille se solda seulement par 7 morts, dont la mort accidentelle, si je puis dire, du plus jeune frère de Marseille d'Eltovitis, tué d'un coup d'arquebuse destiné à Cazaux. Pour ce qui est de notre poète, Louis Belleau de la Bellaudière, il n'était déjà plus de ce monde depuis déjà 7 ans, mais on peut penser qu'il doit beaucoup à Charles de Cazaux, avec lequel il avait entretenu d'ailleurs d'excellents rapports. Cazaux fonda en effet, durant ses 5 années de pouvoir, son quinquennat houleux, la première librairie marseillaise, en passant en novembre 1594 un contrat avec le libraire Pierre Mascaron, qui imprima divers bulletins et arrêtés municipaux, et surtout le premier livre à être imprimé à Marseille. Or, ce livre était un recueil de poésie de Belleau de la Bellaudière, intitulé Obros et Rimos Provençalos, dédié à Louis d'Aix et à Charles de Cazaux.
Il fut publié en octobre 1595, alors que Pierre Mascaron n'était plus en odeur de sainteté depuis l'assassinat de Cazaux, et tentait de se faire oublier par peur de représailles. Les œuvres de Belleau continueront cependant à être vendues et à connaître un certain succès sous le règne de Henri IV, mais amputées des feuilles écrites à la dévotion de Cazaux, jugées trop compromettantes. Je disais que Belleau de la Bellaudière doit beaucoup à Charles de Cazaux, car malgré la qualité de son écriture, il est certain qu'on ne parlerait plus aujourd'hui de lui s'il n'avait pas été le premier à être imprimé à Marseille. Merci, monsieur de Cazaux. Merci. Au revoir et à bientôt.